Bonjour à tous. Je vais donc, moi, vous parler d'expériences vécues, puisque je dirige un théâtre qui se situe à Nantes, qui s'appelle Le Grand T. J'en ai pris la direction en janvier 2011. On est en avril 2018, donc cela fait un peu plus de 7 ans que je dirige ce théâtre. Et donc ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une transformation qui est toujours en cours et qui est à la fois le fait du hasard, de conviction, de découverte, de rencontres, de concomitance, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que mon côté de la contribution au débat d'aujourd'hui va être vraiment du côté du pragmatique, de l'intuitif et de la réflexion théorique a posteriori. Et je trouve que c'est aussi c'est très complémentaire en fait de tout ce que tu viens d'exposer, Élie. Donc quand j'arrive au Grand T en janvier 2011, c'est un théâtre qui tourne très bien. C'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas reconstruit une ruine du tout. C'est un théâtre qui tourne très bien. C'est un théâtre principalement de diffusion, qui a une histoire un peu particulière que je ne vais pas vous raconter en détail, mais disons que son contexte de naissance fait qu'il a presque des caractéristiques de théâtre privé. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de billets vendus, beaucoup de représentations, des très longues séries, etc. On en est à 100 000 billets vendus par an pour un théâtre de province, c'est quand même important. Un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros en fonction des années, dont 20% viennent des recettes en billetterie, donc c'est pas mal. Un volet éducation artistique et culturelle qui est très très important. 22 000 billets, à peu près 12 000 élèves qui fréquentent les activités pédagogiques du théâtre dans le cadre de dispositifs bien installés. Un contexte nantais particulier, une offre très importante, une sorte de concurrence entre établissements, puisque l'autre grand établissement de Nantes, c'est le Lieu Unique, mais il y en a plein d'autres. Il y a le théâtre universitaire, il y a la Soufflerie à Rezé. Si vous allez un peu plus à la périphérie, vous avez le Pianoctel, vous avez la Fleurie à Carquefou, des théâtres municipaux, mais qui ont une activité importante. Donc une offre très très importante, et je n'ai parlé que du spectacle vivant. Un contexte particulier aussi dans la mesure où c'est un théâtre qui est financé à 80% par un département, le département de Loire-Atlantique. D'ailleurs, sur ma petite fiche, il y a marqué le Grand T, Pays de la Loire. Ça, faut pas le montrer sur Facebook parce que c'est pas bon. C'est le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, c'est son nom officiel, puisqu'on est quand même dans une anomalie administrative dans la mesure où on a un département qui finance à des hauteurs très importantes, puisqu'on avoisine les 6 millions d'euros de subventions du département pour un théâtre dont l'activité principale s'exerce dans un centre-ville, avec en revanche des missions évidemment départementales, donc de circulation, de rayonnement sur l'ensemble du territoire, qui nous conduisent à coopérer avec entre 20 et 25 communes extérieures à la métropole nantaise chaque saison, notamment pour tous les projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est un théâtre qui a un profil un peu particulier, lié à tout ce que je viens d'évoquer, et qui marche à fond la caisse. C'est un comment dire, un paquebot lancé à pleine vitesse, avec des gens investis et tout ça, tout va bien. Bon, alors pourquoi toucher à ça? Parce qu'on ne sait jamais quand on touche ce qui va se passer. En fait, moi j'arrive, j'ai jamais dirigé une maison comme ça. J'ai un parcours un peu divers, enfin, on peut dire chaotique ou riche d'expériences diverses en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. J'ai été enseignante à différents moments de mon existence, à la fois dans le secondaire, à l'université. Mon statut exact, c'est maître de conférence à l'université. Diverses périodes de ma vie. J'ai été attachée culturelle en Afrique du Sud et en Pologne. Donc j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Éducation. Je suis un produit ministériel.
Et puis, par un concours de circonstances, donc en revenant de mes missions à l'étranger, je fais un séjour court dans un festival qui s'appelle Automne en Normandie, qui n'existe plus aujourd'hui, comme secrétaire général. Je démissionne, parce que ça ne me plaît pas. Et puis, je retourne à l'université. Et là, au bout d'un certain temps, je repostule. Et j'arrive donc au Grand T. J'y croyais pas trop, à vrai dire, parce que je trouvais que j'avais pas trop tout à fait le profil de directrice d'un grand établissement. Je profite probablement du début de mouvement de parité et tout ça. On se dit, bon, cette fille-là, on va prendre le risque. Et j'arrive. Si je raconte ça, c'est pas seulement pour raconter ma vie, même si on aime toujours bien raconter sa vie, mais c'est pour dire que j'ai un peu la trouille, en fait, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai dirigé un institut français, il y avait 17 personnes, mais là, j'arrive, il y en a 45, et je me dis, quand même, c'est pas de la tarte. Et évidemment, je ne connais personne dans cette ville, je ne connais personne dans l'organisation, je suis célibataire, précisément divorcée, je suis totalement toute seule dans cet environnement, et je me dis, ça va pas être simple. Et donc, on m'a parlé d'un truc qui s'appelle La Belle Ouvrage, et je me dis, peut-être je pourrais me faire aider un peu. Et donc, je vais rencontrer Clara Rousseau, et je ne savais pas que 7 ans après, on travaillerait toujours ensemble, puisque c'est le cas, pour me faire coacher, justement. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais je sentais que j'avais besoin d'aide, quoi. Donc, je lui raconte ce que je viens de vous dire. Là, elle rigole un peu, elle me dit, bon, je pense que tu as bien fait de venir me voir. Et en fait, je raconte ça parce que c'est vraiment le point de départ d'une réflexion continuée sur l'organisation du travail que je pense que je n'aurais pas faite de la même manière si je ne m'étais pas fait accompagner. Donc, l'intuition, c'était que l'organisation telle qu'elle était, c'est-à-dire très, très pyramidale, elle ne correspondait pas exactement, elle n'était pas adaptée au projet artistique et culturel que je voulais conduire pour ce théâtre, qui supposait que notamment production et médiation travaillent ensemble. J'étais très intéressée par ce qu'on appelle aujourd'hui les projets de territoire, la question de l'implication des habitants, tout ça, chose que ce théâtre n'avait jamais vraiment fait, mais en même temps, il était taillé pour le faire, puisqu'il avait des missions territoriales très importantes, donc des attentes de ce côté-là. Et donc je me disais, bon, ça va pas, les gens, ils travaillent chacun, on aurait dit presque des entreprises séparées, s'il y avait l'entreprise du public, l'entreprise de l'accueil des artistes, et puis la technique, et puis ça se traversait pas beaucoup. Donc, je décide unilatéralement et en tant que directrice de conduire une transformation organisationnelle avec La Belle Ouvrage, donc avec un accompagnement pas secret, très public et collectif, contre l'avis de mon principal collaborateur, l'administrateur, qui me dit mais on n'a pas besoin d'aller... en gros, viens pas faire fouiner des gens chez nous, on va bien pouvoir le faire tout seul. Et je lâche pas. Je dis non, on fait appel à une organisation extérieure, qui nous a donc mis au travail, car l'intérêt de La Belle Ouvrage et des manières dont elle conçoit l'organisation, c'est de ne jamais conduire, par exemple, des audits personnels où on va écouter tous les gens et écouter la complainte, la plainte, mais de toujours mettre les gens au travail collectivement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? De ne pas chercher, c'est la faute à qui ? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est-à-dire, quels sont les process qui font que ça bloque ? Très souvent, on s'aperçoit que c'est des périmètres d'action mal dessinés. Donc, vous êtes à cheval, vous mettez, sans vous en rendre compte, les gens en compétition dans votre propre organisation, ou bien vous leur donnez des consignes qui ne sont pas claires, donc ils font un truc, puis c'était pas ça, puis finalement... Enfin, bref. Donc, on essaie... la première étape de la transformation, c'est ça. C'est... un grand travail, on est tous ensemble avec des post-it et tout le bazar. Qu'est-ce qui va pas dans l'organisation ? Donc ça commence comme ça. Je vous passe les détails, mais c'est un travail qui dure presque un an, enfin 8 à 9 mois, où en plus du travail quotidien de l'usine, du paquebot lancé à pleine vitesse dont je vous parle, il y a régulièrement des rencontres avec toute l'équipe ou par secteur pour... approfondir toutes ces questions, qu'est-ce qui va pas. Bon, il y a des choses très simples, par exemple, l'équipe technique dit nous, on en a ras-le-bol, on passe notre temps à déplacer des chaises et des tables parce qu'il n'y a pas de salle de réunion dans cette thune de...
Et c'est pas notre boulot de déplacer des chaises et des tables, et on en a ras-le-bol, parce qu'on fait les réunions dans le hall, et on les fait dans la librairie, puis quand les spectateurs arrivent, il faut l'enlever, etc. Donc on décide de construire une salle de réunion, et voilà, ce problème-là est réglé. Enfin, je veux dire, il y a des choses très simples comme ça, puis il y a la billetterie aussi qui dit, nous on en a ras-le-bol, ça va pas, c'est mal foutu, les spectacles dont les gens veulent, on n'en a pas assez, et ceux dont ils veulent pas, on en a trop, donc il faudrait quand même, quand vous choisissez le nombre de représentations, vous pourriez peut-être nous demander. J'entends ça, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, mais bon, c'est un peu des exemples c'est très très intéressant. Et puis c'est très intéressant aussi parce qu'on voit apparaître les personnes. Moi j'arrive, je ne connais pas l'équipe, ils sont 45, et on voit apparaître les personnes justement qui ont des propositions, et puis celles qui n'en ont pas, et c'est pas grave, mais en tout cas on voit sur qui on peut compter si on a envie un peu de faire avancer les choses et d'innover. Bref, au terme de cette réorganisation, on repense un peu l'organisation par métier, donc de façon plus comment dire, évidente, parce que au fil du temps, ça s'était un peu effrité, il y avait un peu de tout partout. Donc on repense, donc la médiation là, la billetterie, la communication ensemble, la technique, et on crée un service des spectacles qui n'existait pas. Il y avait une espèce d'assistante artistique du directeur qui organisait la logistique, mais il n'y avait pas un service dédié à l'activité artistique, ça me semblait quand même bizarre. Et voilà. Et donc, dans cette première phase de l'organisation, 40% des personnes changent de poste, mais vraiment. C'est-à-dire, il y avait la secrétaire qui faisait l'accueil, elle devient assistante de production. Hein. Il y a quand même des modifications très sensibles et une très grande résistance de l'équipe à cette nouvelle organisation. Hein. C'est pas du tout rose. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça marchait bien depuis tout ce temps, pourquoi on nous fait changer? Il faut tout le temps changer, qu'est-ce que ce changement? Enfin bon, des difficultés. L'équipe me fait la gueule, tu t'as cassé l'ambiance, de toute façon, maintenant avec toi, on peut plus se voir entre je sais pas pourquoi, enfin on se voit plus à pause midi, je sais pas pourquoi c'est de ma faute, mais en tous les cas, il y a une très grosse résistance et il faudra 2 ans pour que tout le monde commence à voir les avantages de cette nouvelle organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se fait pas dans le consensus et la joie, ça se fait dans la difficulté quand même. Et puis, au fur et à mesure du temps, tout ça va donc se lisser. Et je vais accélérer là pour passer plus rapidement à où on en est aujourd'hui et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette première transformation, qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Ça a été beaucoup de travail. On a refait quasiment les fiches de poste de tout le monde, etc., etc. Je sais pas, ça me déclenche une passion pour l'organisation. Et donc, autant je crois à ce moment-là que tout est fait, mais c'est bon, au bout d'un an, on a tout refait. Et autant, très vite, je m'aperçois que, en fait, c'est le début d'un processus qui ne va jamais s'arrêter et qui, aujourd'hui, ne s'est pas du tout arrêté. Alors, par exemple, en mettant en place tout ça, il y a des nouveaux responsables de service qui n'avaient jamais fait ça avant, c'est-à-dire on a repéré dans l'organisation des gens qui semblaient avoir la motivation, le potentiel. J'embauche personne, oui, ça c'est très important. Je n'embauche pas, c'est-à-dire je n'arrive pas en me disant, par exemple, il n'y a pas de service des spectacles, je vais aller chercher quelqu'un là que je connais, qui j'ai bossé avant, un bon producteur, hop, je vais le faire venir. Je n'embauche personne. Avec donc mon collègue administrateur, Alain Anglaret, qui maintenant est plus du tout opposé à la participation de la Belle Ouvrage à nos réflexions. Donc on forme un binôme parfait, enfin qui s'entend en plus très très bien. On se pose les questions et on s'est dit non, on n'embauche pas. On essaie de donner la possibilité aux gens qui sont déjà là de prendre plus de responsabilités s'ils le souhaitent. Donc ça a été aussi un principe très très important, parce que ça a créé évidemment beaucoup de désir et de motivation dans l'entreprise. Mais du coup, on se retrouve avec des gens qui sont responsables de service et qui n'ont pas l'expérience d'avoir encadré d'autres gens. Donc on leur propose, toujours avec la même organisation, un coaching individuel à eux aussi. Tout le monde sait, en tout cas eux savent que moi je me fais coacher, qu'ils n'ont pas une directrice qui sait tout, qu'elle va se faire former.
Et je leur propose, je leur dis, écoutez, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, si vous le souhaitez, pendant la période de votre prise en main de votre équipe, vous pouvez bénéficier de ce même accompagnement. Donc, ça veut dire quand même une séance de travail par mois de 3 heures privée, dont je ne sais pas du tout, moi, ce qui se passe dans cette séance. Hein. C'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. Et ils acceptent, ils prennent tous l'opportunité, et donc ils font ça. Et au départ, c'est vraiment pour les aider. Et ce dont je ne me rends pas compte, c'est que ça va créer un vocabulaire commun et une philosophie commune de l'organisation. Ça, je ne me rends pas compte tout de suite. Et puis, ça crée aussi de la confiance, très simplement, parce que à partir du moment où moi, je me fais coacher parce que je ne suis pas sûre de tout ce que je fais, enfin, je peux avoir des doutes ou faire des erreurs, ça veut dire qu'eux aussi peuvent avoir des doutes et faire des erreurs. Donc, personne n'est censé tout savoir là-dedans. Et donc, ça crée un climat de confiance dans cette petite équipe qui devient vite une équipe de direction, finalement, où progressivement, et là, je me reconnais vraiment dans ce que tu disais, je n'ai plus l'impression de prendre des décisions et d'obliger les gens à les appliquer, mais j'ai l'impression qu'à chaque problème, en croisant les données du problème par métier, c'est-à-dire... on a un problème de vie quotidienne dans un théâtre, hein, mais si on conjugue les apports ou les avis sur ce problème de la technique, de la com, de la médiation, de la billetterie, de l'administration, de l'argent, et en fait, c'est pas la démocratie, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, la solution, elle apparaît plus facilement que quand on se dit « Oh, mince, j'ai un problème, vite, il faut que je décide, il faut que je trouve la solution ». En fait, si vous ne la trouvez pas, souvent, c'est que vous n'avez pas tous les éléments. Et en allant chercher, en laissant le temps aux personnes d'apporter tous les éléments du problème, la solution apparaît beaucoup plus facilement. On peut se tromper toujours, mais en tous les cas, c'est plus intéressant. Et donc, progressivement, cette petite équipe qui sont les responsables de service, je m'aperçois que ça va être une équipe de direction. Et aujourd'hui, je l'appelle comme ça, mais j'ai mis 6 ans à l'appeler comme ça. Et ce qui signifie, par exemple, qu'on a mis en place aussi le principe de l'entretien individuel du personnel, c'est-à-dire que chaque année, chaque salarié a un entretien individuel qui est une heure d'analyse de sa pratique, de réflexion avec son responsable, où il en est, etc. La première année, je les ai tous faits avec l'administrateur, puis je me suis dit, je ne vais pas survivre. Et donc, on a décidé que chaque responsable de service conduirait les entretiens de ses collaborateurs. Pour ce faire, il faut qu'ils soient formés. Donc, on a fait une formation ensemble à la question de l'entretien individuel. Et ce n'était pas juste une formation, en fait, c'était comme un séminaire. C'est-à-dire que les 5 personnes de cette équipe de direction dont je parlais, moi compris, l'administrateur compris, on a fait ensemble 2 jours de séminaire sur pourquoi on fait des entretiens individuels, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on attend de ça, c'est quoi l'attitude qu'on veut avoir, comment faire pour que les personnes se sentent concernées par cet exercice qu'on n'avait jamais fait dans notre établissement, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, pareil, des séminaires comme ça, avec cette petite équipe de direction, on en fait pas mal. On en fait sur le pilotage de projet. Qu'est-ce que c'est que piloter un projet ? On en fait sur le développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable ? Comment on peut, dans nos pratiques, être un petit peu plus conscient de notre impact environnemental et le modifier. Donc, on commence à se former collectivement. Et c'est toujours, la plupart du temps d'ailleurs, la Belle Ouvrage à qui on commande des formations sur mesure finalement pour nous, mais pour des groupes constitués qui sont déjà des groupes importants. Et puis également évidemment effectivement sur la conduite de réunion. Qu'est-ce que c'est que conduire une réunion ? Qu'est-ce que c'est qu'un ordre du jour ? Qui contribue à l'ordre du jour ? Comment on fait ? Quel est l'objectif ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut à la fin d'une réunion, etc. Pour ne pas perdre trop de temps. Bref, toute l'organisation se met en mouvement à partir de plusieurs principes. L'idée c'est que c'est celui qui fait qui sait. Donc là, ça rejoint l'histoire de l'ouvrier à la chaîne. Nous, on n'a pas d'ouvrier à la chaîne, mais on a des gens à plein d'endroits. Notamment, je reviens sur ce truc de la billetterie, là. Quelqu'un à la billetterie, quelqu'un à la communication. C'est celui qui est dans son métier qui est le plus à même de proposer des innovations. Donc ça, on le met vraiment en pratique.
Le deuxième principe très important, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, on se part du principe que les gens qui sont là, en général, ils aiment travailler, ils aiment leur métier. Donc, c'est pas la peine de mettre en place des processus de contrôle dans tous les sens, parce que s'il y a un tir en flanc pour 40, on va pas transformer l'ambiance de l'équipe en mettant du contrôle partout pour un emmerdeur. Tant pis pour lui, et on va faire ce qu'on peut pour gérer le problème, notamment pour que ça ne crée pas trop de conflits autour, mais on ne va pas fliquer tout le monde parce qu'il y en a un qui ne fait pas le taf, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, bienveillance, c'est celui qui fait qui sait. Capacitation aussi, si on a besoin à un endroit de compétences nouvelles, on cherche qui peut aller les acquérir en formation, etc., etc. Donc, tout ça, ça signifie que la transformation de l'organisation, elle s'est faite quand même dans le temps long, avec tentative, ajustement, erreur, retour en arrière, difficulté, conflit par moment. Conflit, qui dit conflit, le fait qu'il y ait des conflits, enfin, je veux dire, n'importe quel système d'organisation n'évite pas le conflit, je n'y crois pas, mais en revanche, il y a différentes manières de les gérer. Et donc, quand conflit il y a, comment on fait pour résoudre le problème? Ça peut d'ailleurs ça peut aller jusqu'à la rupture, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'organisation, de leur plein gré ou plus ou moins, parce qu'à un moment donné, quand ça ne va plus, ce type de management fait que les choses sont quand même globalement beaucoup plus transparentes. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne joue pas le jeu ou n'est pas à sa place, parce que parfois il y a aussi ça, il y a des gens qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire qu'ils sont à un endroit de l'organisation, notamment dans des postes où on doit prendre beaucoup de responsabilités, et ils n'en ont pas la capacité. Ça arrive. Parce que prendre des responsabilités, c'est pas facile. Ça veut dire savoir dire non, ça veut dire justement être capable de résister au désamour d'une équipe à un moment donné, ça veut dire quand un conflit se présente, ne pas tout de suite se défausser sur le voisin, etc. Pour moi, c'est ça, prendre des responsabilités. Et quand vous avez quelqu'un à un poste de responsabilité qui n'a pas la capacité, c'est très, 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 très embêtant pour l'organisation. Donc, ça peut conduire effectivement à faire... prendre conscience avec la personne qu'elle n'est pas à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on décide que la meilleure solution, c'est la rupture. Donc, si possible, sans trop de désagréments, mais parfois, c'est pas simple. Je veux dire, c'est pas des situations les plus simples. Donc, tentative, ajustement, conflit, résolution de conflit, rupture, jusqu'à et puis beaucoup de formation en fonction des situations. Là, par exemple, la dernière formation qu'on a mise en place, qui est toujours en cours, c'est la formation ce qu'on appelle les N-2 à l'encadrement. C'est-à-dire qu'on a réuni, ça représente une quinzaine de personnes dans l'organisation qui ne sont pas les responsables de service, mais leurs plus proches collaborateurs. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit dans les systèmes d'organisation, on dit les N-2. En gros, c'est des responsables de secteur, mais qui ne sont pas responsables de service. Si vous voulez, par rapport à... c'est le chef d'atelier, par exemple, dans l'organisation de la direction technique, ou c'est la responsable de billetterie dans le pôle public, ou c'est les médiateurs. Voilà. Et donc ça a été assez intéressant, puisqu'on se retrouve avec 12 personnes qui font des métiers très différents, de la régie à la billetterie, en passant par la médiation, la communication et l'administration, et qui sont ensemble pour ces 6 jours de formation, 3 fois 2 jours, sur uniquement des questions d'encadrement et pilotage. Et ils sont entre eux, il n'y a pas de responsable, les personnes qui sont normalement au-dessus d'eux ne sont pas là. Et ils peuvent échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent et puis apprendre des trucs dans ce domaine. Et c'est toujours la Belle Ouvrage qui conduit cette formation qui se passe sur place. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un mouvement permanent qui est très intéressant. Alors, pour conclure, je voudrais vous donner deux informations. L'une, c'est d'où ça vient. Parce que j'ai parlé
du hasard, qui est, moi j'ai peur de prendre la direction, donc je vais me faire aider, donc je découvre finalement que c'est tout un champ, l'organisation, et qu'on peut se former. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi, c'est là qu'on va retrouver le lien avec ce qui nous anime aujourd'hui, la transformation numérique. C'est aussi les courants ambiants dans la société, les communs, les espaces de coworking, les Fab Labs, etc. C'est aussi ce qui se passe dans les entreprises, effectivement, parce que moi, en 2014, j'ai rejoint un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Dirigeants Responsables de l'Ouest, qui sont des entrepreneurs investis dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et j'ai découvert, mais vraiment, avec, quand j'y repense, je rigole, j'ai découvert avec étonnement que diriger, ça s'apprend, en fait. Moi, j'avais toujours fait ça sur le tas. Et je crois que c'est le cas de la plupart de mes collègues. Et donc, via ce réseau d'entrepreneurs, donc c'est des PME, on est dans le privé total, hein, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient formés à ça, qui se posaient des questions sur, justement, le bien-être au travail, le machin et tout. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai découvert ce que c'était que le mouvement des entreprises libérées, donc effectivement les entreprises sans patron, où chacun, on fait tellement confiance aux gens qu'ils s'organisent en mode projet, etc. Et puis voilà, alors avec beaucoup de surprises, avantages, inconvénients, mais avec tout ça, j'ai fait mon espèce de cuisine, parce que moi, j'entends pas orchestrer ma propre disparition. Et je pense que le dirigeant, il a sa place au sens où c'est plus un animateur qu'un directeur, à mon sens. Mais quand même, c'était des découvertes très, très importantes. J'ai découvert qu'un des syndromes du dirigeant, c'était la toute-puissance, par exemple, qu'il fallait s'en méfier. Donc je me suis dit, ah oui, moi je suis pas du tout comme ça. Puis après, je dis, en regardant bien, en fait, c'est vraiment, si vous êtes dirigeant, c'est pas un hasard, c'est que vous avez une certaine représentation de vous-même, et que la toute-puissance, le fantasme de la toute-puissance n'est jamais très loin. J'ai découvert que, par exemple, ça c'est des petites formules que j'aime bien dire parce qu'elles sont assez marrantes. Les autres ne sont pas vous. Par exemple, donc ça veut dire, et Clara m'avait dit un truc comme ça aussi, elle m'avait dit le projet ne fait pas tout. Mais les autres ne sont pas vous et le projet ne fait pas tout, c'est pas mal. C'est-à-dire que le projet ne fait pas tout, c'est pas parce que votre projet est formidable, que vous soyez artiste ou dirigeant, que les gens ils vont dire ah, c'est formidable, on le fait. Bah non, les gens ils ont une vie, ils ont des enfants, ils ont d'autres passions peut-être, ils ont tout ça. Et alors, dans le monde des entreprises normales, non culturelles, c'est beaucoup plus prégnant parce que quand vous fabriquez des pneus ou des fenêtres, vous vous attendez pas à ce que vos salariés aient une passion pour les pneus ou les fenêtres. Vous trouvez ça normal qu'ils aient autre chose à faire dans la vie. Quand vous dirigez une entreprise culturelle, vous pouvez avoir l'illusion que de toute façon, comme c'est génial, votre truc, puisque c'est du théâtre, des artistes, le reste, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Donc, le coup de la table de ping-pong ou du cours de yoga, nous, on commence à aller vers ça aussi, de se dire, les gens, ils ont peut-être autre chose à faire que d'être... corvéable à merci pour des artistes formidables. Donc ça nous a conduit à réfléchir autrement aussi au dialogue social, au rôle de la DUP dans l'organisation, dans la direction unique du personnel, qui est beaucoup plus... On a créé une assemblée générale annuelle du personnel 3 fois par an, dont l'ordre du jour est décidé conjointement avec la délégation unique du personnel. La délégation unique du personnel a fait un audit de bien-être dans l'organisation, qui a été un processus vraiment très passionnant. Évidemment, c'est toujours un peu la trouille, mais qui a fait encore apparaître des choses. Donc, c'était l'année dernière, ça 6 ans après le début de la transformation. Très intéressante. Par exemple, notre billetterie était... Décidément, c'est toujours la billetterie. Je sais pas, j'ai une obsession de la billetterie. Mais c'est aussi parce que c'est souvent la 7e roue du carrosse. Donc, tout à coup, quand on l'écoute, ça devient intéressant. Historiquement, elle était en ville, alors que le Grand T est à 2 km à l'extérieur du centre-ville. Donc, elle travaillait, parce que c'était Passage Pommeraye, dans un lieu historique de Nantes, Et elle disait tout, ouais, mais nous, c'est chiant, on s'emmerde et tout. Bon, on disait, oui, mais bon, il n'y a pas de place, il n'y a pas la place au théâtre, il n'y a pas la place. Et finalement, l'audit
ils ont dit, les délégués du personnel, ils disaient non, mais elles en ont vraiment ras-le-bol, quoi. Et il y a un gars de la DUP qui a dit, mais pourquoi on ne construit pas une billetterie ici? On s'est dit, ouais, pourquoi on ne construit pas? Et puis justement, on arrivait en fin de bail, parce que c'est un lieu qu'on louait, et l'administrateur, il a fait un calcul rapide, il a dit, bah ouais, en fait, 3 ans de loyer égale 200 000 balles, bah si, on peut construire une billetterie. Et donc, on s'est dit, bon, bah allez, hop, on va construire une billetterie. C'était vraiment le fruit, alors, avec un contexte favorable, parce qu'il se trouve que par ailleurs, on venait de changer de logiciel de billetterie, et que on était passé à l'abonnement numérique, et donc la fréquentation de la billetterie avait drastiquement chuté, donc l'enjeu d'avoir un lieu en centre-ville était plus... Et donc ça faisait des années qu'on disait non, on peut pas, puis là on s'est dit, ben si, en fait on peut, alors on l'a fait, bon, voilà. Et ainsi de suite. Donc des influences diverses et variées. Je dirais aussi la prise de conscience que pour attirer les personnes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui sont... innovantes, motivées, ça, il ne faut pas leur promettre des organisations pyramidales parce qu'elles n'ont plus trop envie. Donc si vous voulez des gens intéressants dans votre organisation, il faut que votre organisation soit intéressante. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris au contact des entrepreneurs privés. Et puis, la deuxième chose aussi, mais j'en parlerai peut-être à un autre moment, c'est de voir comment tout ça a eu une influence énorme sur notre activité principale, qui est l'activité artistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que j'ai dit sur la contribution, c'est-à-dire comment on organise en interne dans une équipe la contribution, et ben ça a fini par rejaillir sur la programmation. Et aujourd'hui, on travaille sur la question de la programmation artistique en équipe, sur un format qui varie de 3 à 12, voire 15. Donc j'en parlerai peut-être tout à l'heure.